Bonjour à tous. Qui a lancé le féminisme? Qui est le père des mouvements féministes? Ceux qui pensent que le féminisme est un mouvement instantané qui est né comme ça de lui-même entre quatre bonnes femmes qui discutaient dans un café et qui se sont dit tiens, on va sortir militer pour le droit des femmes, vous n'avez rien compris à la politique et vous n'avez rien compris à la vie d'une façon générale. Dites-vous que quand vous regardez les Femen par exemple, des filles jeunes, belles, fraîches, qui manifestent seins nus dans la rue, vous pouvez quand même vous poser quelques questions. Essayez vous-même de réunir 20 bombasses, essayez de réunir 20 filles magnifiques entre 20 et 27 ans, et faites-les courir toutes nues dans une église. Vous verrez à quel point c'est difficile. Et dites-vous que ces femmes-là ont un train de vie. Et lorsque on est identifié Femen, lorsque vous avez votre photo dans les journaux télévisés, dans la presse papier, derrière, vous n'envoyez pas de CV. Hein, une fois que tu as couru seins nus dans une église avec les cornes de Belzébuth, t'envoies pas de CV chez L'Oréal. Donc en faisant ça, elles compromettent leur carrière. Et donc c'est des femmes qui ne travaillent pas. Et une femme qui ne travaille pas, comment survit-elle? Qui paye son loyer? Qui paye ses vêtements? Qui paye son abonnement téléphonique? Dès qu'on commence à se poser les questions de qui finance ce train de vie, on commence à comprendre que ce n'est pas un mouvement indépendant. Et vous aurez remarqué que chez les Femen, il n'y a pas de la grosse, il n'y a pas de meuf aux cheveux rouges, aux cheveux verts, bleus. Ce sont toutes des Russes ukrainiennes sublimes, magnifiques, jeunes, qui vont manifester dans les rues. Et lorsqu'on gratte un peu, qu'on demande à ces filles-là, mais comment tu payes ton loyer, comment tu fais tes courses, comment tu achètes tes vêtements, comment tu payes ton téléphone, comment tu fais tout ça? Tu te dis, même moi qui travaille, j'ai à peine de quoi acheter tout ça. Comment une fille qui manifeste à poil dans la rue, qui ne travaille pas, arrive à payer tout ça? Donc tu comprends bien qu'il y a quelqu'un derrière. Et la question, et celle à laquelle je vais tenter de répondre, c'est mais qui donc? Qui donc a intérêt à faire ça? Pourquoi? Quel homme d'affaires, quel milliardaire irait dépenser de l'argent comme ça de sa poche pour faire courir des femmes à poil dans la rue? Au niveau financier, au niveau commercial, ça n'a pas de sens. Eh bien, ça n'a pas de sens pour le commun des mortels, mais pour l'oligarchie, pour les gens qui nous dominent, ça prend tout son sens. Et pour développer mon argumentation, je vais reprendre les paroles de Aaron Russo, issu d'une interview d'Alex Jones, connu par sa chaîne média Infowar.com ou Infowar.com. Et dans cette interview, que je vous mets en lien dans la description de la vidéo, Aaron Russo raconte sa rencontre avec Nick Rockefeller. Et il commence l'interview en disant j'avais un ami qui s'appelait Nick Rockefeller, donc de la grande famille des Rockefeller. Il l'avait rencontré lorsqu'il était candidat pour devenir gouverneur du Nevada. Il a été présenté à Nick Rockefeller par l'intermédiaire d'une avocate. Ils avaient sympathisé, puis ils avaient commencé à échanger régulièrement. Aaron Russo était célèbre par un documentaire qu'il avait réalisé, Mad as Hell. Aaron Russo était un réalisateur et il est devenu ensuite activiste, et activiste pour les médias libres, pour la liberté de la parole. Et dans Mad as Hell, il parlait d'un journaliste, un journaliste web aux États-Unis, qui libérait la parole, un journaliste sulfureux. Et donc c'est comme ça que Nick Rockefeller avait fait sa connaissance, ou c'est comme ça qu'il l'avait connu. Et il avait demandé à le rencontrer, et ils s'étaient rencontrés donc par l'intermédiaire de cette avocate, et ils avaient commencé à sympathiser, à échanger régulièrement, et à se parler, et à échanger des idées politiques notamment. Et un soir, alors qu'ils discutaient, Nick Rockefeller lui pose une question. Il lui dit à ton avis, Aaron, c'est quoi l'émancipation de la femme? Et Aaron répond, comme tout homme naïf qui n'avait pas compris encore ce qu'il se jouait en dessous ou en sous-main, il lui dit, eh bien, la libération de la femme, c'est que les femmes travaillent, qu'elles gagnent elles-mêmes leur salaire, leur argent, tout comme elles ont le droit de voter. Et là, Nick Rockefeller se met à rire. Il le regarde et lui dit, tu es idiot. Aaron lui répond, mais pourquoi? Pourquoi dis-tu que je suis idiot? Et là, Nick Rockefeller lui dit, laisse-moi t'expliquer ce que c'est. C'est nous,
C'est nous, les Rockefeller, qui avons financé l'émancipation de la femme. C'est la Fondation Rockefeller qui, par la presse, par les médias, par la télévision, a encouragé cette émancipation. Et nous l'avons fait pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'avant, on ne pouvait pas taxer une moitié de la population. Et la deuxième raison, c'est que maintenant, on peut scolariser les enfants plus tôt. On peut influencer leur façon de penser beaucoup plus tôt. En brisant leur famille, en détruisant leur famille, les gamins ne verront que l'État, l'école, comme leurs responsables, comme leurs vrais parents en réalité. En détruisant la famille, les gamins ne sont plus que entre nos mains. Il n'y a plus le père ou la mère pour leur expliquer la vie, ils sont livrés à l'État, aux médias, à l'école. Et ce sont les deux raisons principales pour lesquelles les Rockefeller auraient financé le féminisme. Donc c'est l'avis d'Aaron Russo. Si je dois mettre un disclaimer à cette vidéo, c'est que c'est sa parole contre celle des Rockefeller. On peut dire qu'il a inventé cette interaction, et on peut aussi dire qu'elle est réelle. Chacun prendra sa position et se fera son avis. Mais moi, j'aurais tendance à dire que cette interaction est réelle parce que pourquoi aller s'opposer à un Rockefeller pour balancer des mensonges? Dire ce qu'il dit, en disant ça, il dit quelque chose de très dangereux qui peut mettre sa carrière en risque. Aux États-Unis, on ne peut pas s'imposer, on ne peut pas aller contre le complexe militaro-industriel, on ne peut pas s'imposer, on ne peut pas se mettre face à un Rothschild, à un Rockefeller, à un Dick Cheney. Ce sont le vrai pouvoir. Hein, les présidents sont des marionnettes. Le Congrès, les présidents, le Parlement, tout ça, c'est un écran de fumée. Le pouvoir, il est derrière. Hein. Les gens qui ont déclenché la guerre en Irak, c'est des gens qui ont envoyé Colin Powell à l'ONU pour agiter une petite fiole. Le mec agite une petite fiole et tout le monde répond, c'est bon, on va les bombarder. C'est quand même délirant. Et après l'invasion de l'Irak, 1 million de morts, femmes, hommes, enfants. On réalise qu'en fait, il n'y avait pas d'armes de destruction massive et les mecs ne trouvent rien d'autre à dire que on s'est trompé. Désolé les mecs, on s'est trompé, on a trouvé une petite fiole par terre, on pensait qu'il avait des armes de destruction massive. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Voilà un peu le niveau de violence de ces gens-là. Hein. On n'est pas, c'est pas des gamins. Hein. Le complexe militaro-industriel américain, c'est quelque chose contre lequel vous ne vous dressez pas. Hein. On ferme sa gueule à moins de vouloir mal finir. Donc je me dis, il se met devant une caméra et il balance des choses pareilles. Le mec signe sa condamnation. Donc je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de balancer une info pareille si elle était fausse. Donc il résume la raison pour laquelle les Rockefeller auraient financé le féminisme à un, il n'était pas concevable pour le grand capital de ne taxer qu'une moitié de la population. C'est vrai que les femmes étant à la maison, on ne taxait que les hommes, donc il fallait mettre les femmes au travail, on les met au travail, et on les taxe sur le revenu, on les taxe sur la TVA parce qu'elles achètent beaucoup plus, elles consomment, alors que le père de famille, le patriarche, c'était l'homme raisonné qui achetait pour toute la famille, qui dépensait moins, qui contrôlait les budgets, alors qu'aujourd'hui, les femmes dépensent. Je ne connais pas beaucoup de femmes économes, elles sont toutes broke, comme on dit en anglais, elles sont toutes fauchées. Et toutes les femmes qui travaillent et que je connais n'ont pas beaucoup d'économies parce qu'elles dépensent. Alors que les hommes, c'est plutôt la fourmi, c'est plutôt, ils pensent à l'avenir, ils pensent à l'appart qu'ils vont acheter, parce que une femme aura toujours l'option, surtout si elle est jolie, de se marier avec un homme riche. Un homme n'a pas l'option de se marier avec une femme riche, ou du moins c'est extrêmement rare. Donc, à part sa réussite personnelle, il n'a rien sur quoi s'appuyer. C'est peut-être pour ça que les hommes sont plus conscients et sont plus économes. Et il y a aussi le côté rationnel qui fait que on ne fait pas d'achat impulsif. Hein. Je passe devant une vitrine, je vois une paire de chaussures, je la regarde, je me dis oui, ben, je peux même rentrer, l'essayer, puis je l'achète pas forcément, je sors et je rentre chez moi, puis le soir j'y pense et puis je vais l'acheter un autre jour. Je ne fais jamais d'achat impulsif parce que je suis rationnel et je sais que je vais le regretter, donc j'achète ce dont j'ai besoin.
Et donc mettre les femmes au travail, c'est un, les taxer, c'est deux, les faire dépenser, et c'est faire marcher l'économie, la planche à billets, et tout ce qui va avec. Et le point 2, c'était que en mettant les femmes au travail, il se passe quoi? Ben, il n'y a plus personne pour garder les gamins. C'est fini. Donc les gamins, tu les laisses à la nounou, après tu les laisses à l'école, tu les laisses devant la télé, et quand ils sont devant la télé, ben, ils sont devant la pub, ils sont devant les médias, ils sont devant les téléréalités, ils sont devant Cyril Hanouna, ils sont devant toute la merdasse qui font que tu vas produire un consommateur, tu vas produire un être faible conditionné par la consommation. Le mec qui va se sentir en insécurité parce qu'il n'a pas la bonne paire de chaussures, parce qu'il n'a pas le bon jean, parce qu'il n'a pas la bonne veste, parce qu'il n'a pas la bonne marque de parfum. Il a grandi sans sa mère devant la télé. Il a grandi avec la nounou, avec les médias, avec la télé. Et une fois que tu as fait ça, ben t'as réussi. D'un point de vue économique, mettre les femmes au travail et détruire la famille et livrer l'enfant à l'État, à la télé et aux médias, une fois que tu as fait ça, quand tu fais partie de l'élite, tu as réussi. Et ce documentaire va même plus loin en citant Gloria Steinem, qui est une journaliste et activiste féministe, qui a avoué dans ses écrits que son journal Miss Magazine a été financé par la CIA. Et ça, vous trouverez les informations sur Internet, hein. Allez-y, tapez Gloria Steinem, How the CIA used feminism to destabilize society. Comment la CIA a utilisé le féminisme pour déstabiliser la société. C'est elle-même qui l'avoue, hein. Allez sur Google, tapez Gloria Steinem et vous aurez toutes les informations. Tapez Gloria Steinem plus CIA et vous aurez toutes les informations relatives à cette femme, au fait qu'elle ait avoué avoir travaillé pour la CIA et qu'elle ait avoué avoir reçu des financements pour son magazine, Miss Magazine, par la CIA. Et dans le documentaire, on voit Aaron sidéré en répondant à Alex Jones qui faisait l'interview. Non, non, je ne savais pas que Miss Magazine était financée par la CIA. Et c'est une information avérée. Et avec le but par la destruction de la famille nucléaire, père, mère, enfant, de déstabiliser la famille. Et ça, je l'ai dit et je l'ai redit, et j'ai plein de vidéos qui parlent de ça, qui parlent déjà de ça dans le passé, que la destruction de la famille nucléaire, c'est le jackpot pour les banquiers, c'est le jackpot pour le grand capital. On met la femme au travail, elle gagne de l'argent, elle consomme, elle est taxée. Comme elle travaille beaucoup, elle n'a pas le temps de garder ses enfants, elle les confie à la nounou, elle les envoie à la crèche, elle les laisse devant la télé. Même quand elle rentre le soir, elle est épuisée, elle fait la cuisine, le gamin est devant la télé. Ensuite, elle les confie à l'école, elle les confie aux médias, elle les confie à la télé-réalité. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que à cause de cette névrose du féminisme, le couple divorce. Donc il faut trouver une autre maison, plus de loyer, plus de maisons. Il faut aussi une autre voiture, il faut plus de meubles. On dédouble absolument tout. Et l'enfant lui-même, qui est l'avenir, qui est le futur de nos sociétés, si vous voulez savoir à quoi on ressemblera demain, regardez les gamins. Et ce gamin qui grandit en fragilité face à la télé sera un consommateur idéal qui va reproduire le même schéma, hein. C'est statistiquement prouvé, un enfant de divorcé a de très grandes chances de finir divorcé parce qu'il n'a pas le modèle traditionnel de famille dans sa tête. Donc fragilisé, enfant de divorcé, va reproduire ce schéma de fragilisé, enfant de divorcé. Et là, le train est parti. Là, on y est déjà, hein. Ça a déjà explosé depuis les années 90. Et là, le train est parti à grande vitesse et on est en train d'enclencher les prochaines étapes. Parce que on a atteint la limite de ce que la famille divorcée pouvait faire, pouvait consommer, donc il faut plus consommer. Et comment on va injecter encore de nouvelles idées pour consommer? Eh bien, c'est le transgenre. Le transgenre, c'est plus d'opérations, plus de modifications. On va expliquer aux hommes que, en fait, en réalité, ce sont des femmes qui s'ignorent et qu'il faut aller faire des opérations pour transformer, changer son genre. On va expliquer aux femmes pareil que, en fait, oui, je suis une femme, mais j'ai l'impression de vivre dans un corps d'homme et elles vont faire des opérations, elles vont prendre des anabolisants pour ressembler à des hommes. Et on aura comme ça des générations de détraqués qui vont consommer, qui vont faire de la chirurgie esthétique, qui vont consommer
plus, qui vont consommer différemment, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin d'eux et qu'on passe à l'étape prochaine de la dégénérescence. Donc le but, il est économique, hein. Demandez-vous, quand vous voyez toutes ces hordes de féministes au RSA, je ne vais pas citer de nom, mais toutes les féministes françaises avec leur blog, leur chaîne YouTube, demandez-vous comment elles gagnent leur vie. Et la réponse, je vous la donne, elles sont financées. Elles sont tout simplement financées. On ne vit pas dans une grande ville comme Paris avec le RSA. Et les gens qui sont derrière, eh bien, on les connaît. Alors, ça a été au départ Rockefeller, mais aujourd'hui, bon, tous les grands industriels, toute la grande machine bancaire, toute la grande machine économique qui nous gouverne. Aujourd'hui, c'est devenu tellement gros qu'on ne peut plus mettre des noms. Peut-être que dans les années 90, on pouvait dire ah oui, c'est Rockefeller, ah oui, c'est la CIA. Mais aujourd'hui, c'est tellement gros, la machine est tellement grosse et dématérialisée, hein. Quand on parle des GAFA, c'est que sur Internet. Les plus grandes entreprises au monde font de l'argent sur Internet. Donc, c'est dématérialisé et on ne peut plus identifier qui paye. Ce sont de grosses machines et les gens qui interagissent ou qui agissent plutôt pour eux sont des salariés. C'est ce qu'on pourra appeler les salariés de l'Empire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai un peu éclairé sur cette histoire du féminisme. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.